C'est là. Je suis désolée. Voilà. On a double formation. J'ai commencé par les études d'art visuel, notamment le cinéma, le théâtre et l'architecture. Et après, je suis partie pour faire de la neuroscience. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus de neurosciences, je dois dire, presque de la neurophysiologie. Je m'intéresse beaucoup à l'investigation de ce qu'on appelle en anglais the bodily self-consciousness. C'est la conscience du corps propre, quels sont les soubassements neuronaux, et à partir de là, comment est-ce que cette conscience du corps propre va servir de base à l'émergence du sens de soi global, de l'identité de soi. Voilà, je travaille notamment avec les collicules supérieurs aujourd'hui à cause des multiples interactions qu'on peut y trouver, des origines spatiales, sensorimotrices et émotionnelles. Dans cette talk, ça c'est mon premier talk de programme, l'ABEX. C'est intitulé Einfühlungs Aesthetics. Je me demande si quelqu'un autour de la table connaît cette école allemande de fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Elle est extrêmement enrichissante pour qui s'intéresse à étudier les rapports du corps à l'œuvre d'art et même par là du sens de soi à l'œuvre d'art, du sens de soi qui passe par le corps à l'œuvre d'art. Je dirais même, sans peur d'être trompé, que c'est un moment unique dans l'histoire, dans ces derniers 100 ans. On est absolument obligé d'y revenir pour étudier les sujets du point de vue de l'histoire de l'art et de l'esthétique. Et je dirais que quelques auteurs d'entre eux ont été une clairvoyance incroyable. Ils sont absolument en diapason avec ce qui se fait aujourd'hui en neurosciences. Et je dirais même qu'ils vont au-delà de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. De façon tout à fait intuitive, il y avait évidemment les outils qu'on a aujourd'hui, mais ce sont des travaux magnifiques et je vais y arriver. Après, il faut essayer de mettre en contexte quelle est la pertinence de cette école-là pour aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais passer à peu près dans toutes ces très riches interactions qu'on a eues entre art et sciences pendant ces 100 ans qui nous séparent de la Einfühlungs Aesthetik. Je ne vais pas trop m'attarder pour des raisons que vous allez voir au cours de cette talk. Jusqu'à arriver, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en matière non seulement de neuroesthétique, mais particulièrement de embodied neuroaesthetics, qui c'est très difficile à traduire en français, de la neuroesthétique incarnée. Voilà, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai opté, excuse-moi, de n'avoir pas fait les titres en français, parce que ça commençait à devenir trop baroque. Mais après vous allez voir que aussi je vais donner, mais je suis sûre que les Français sont très bons en allemand, alors il y a quelques parties de texte aussi en allemand, je sais que ne sera pas de difficulté pour aucun d'entre vous pour me suivre. Vous êtes encore de l'Europe, comment? Sinon, je peux vous aider, je suis allemande. Ah, ça c'est merveilleux, oh, danke schön. Alors, le titre de talk, c'est Von Einfühlungs Aesthetic to Embodied Neuroaesthetics, 100 Years Investigating the Relationship Between Art, Body and Self. Alors, ce talk sera bien focalisé là-dessus, parce qu'on pourrait dire énormément de choses sur les rapports des arts et sciences dans ce dernier siècle. Il est extrêmement riche et va en plusieurs directions différentes. Mais c'est ce que je veux savoir, c'est sur les rapports de l'objet d'art, comment on utilise son corps pour les percevoir, et comment est-ce que cette utilisation du corps pour s'en apercevoir de l'objet d'art a une relevance profonde pour la création de le sens de soi, même à niveau cognitif, higher order cognitive levels, comme l'identité de soi. Voilà.
cette talk fait partie du programme plus grand, c'est tous les programmes de la chaire, qui s'appelle Effect of Dancer Spectatorship and Updating the Mental Representation of the Self. En effet, ça c'est un projet qu'on essaie de mettre ensemble avec, qui est en train de mettre ensemble avec ASAF, voilà. Et ça c'est les goals de ce projet. Alors, d'une certaine façon, vous allez voir comment j'ai raisonné ce projet. Quelles sont les bases théoriques? Aujourd'hui, c'est juste les bases historiques et théoriques pour comprendre comment on est arrivé à l'idée de ce projet, de la possibilité de ce projet. Après, dans les cours suivants, on va parler des choses, disons, plus de neurosciences. On va faire la critique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en matière de neuroaesthetics. On va parler dans un troisième jour de ce qu'on sait sur la neuroscience du sens de soi et de ses désordres, Ich-Störungen. Et après, on va finir les cours, les 4 séminaires, avec une notion prospective de qu'est-ce qu'on peut faire avec les sens de soi dans l'art, et en particulier dans l'art du spectacle. Mais bon, aujourd'hui, c'est le contexte historique. Et bon, contexte historique. Allemagne, Dresden, Gustav Fechner, c'est un grand pionnier, le fondateur de la experimental psychology, de la psychologie expérimentale. Il sera aussi considéré le père de l'esthétique expérimentale. Et ça se passe d'une façon tout à fait anecdotique. 1871, à Dresden, dans les Established Kunstsammlungen, il y a on a 2 versions de la même peinture de Rodin, Madonna with Burgermeister Meister. Et on veut savoir quelle est la véridique, quelle est la falsification. On appelle les maîtres de l'université en experimental psychology. Il vient pour mettre en place cette étude-là. C'est très rigolo parce qu'à la fin, Dresden a resté avec la version falsifiée. La version bonne est partie à Darmstadt. Mais bon, il a bien partagé quelle était la bonne œuvre d'art. Mais par l'occasion, il a profité pour faire les premières études d'esthétique empirique de l'histoire. Il a profité pour passer des questionnaires aux gens qui visitaient les musées pour savoir quelles étaient leurs réponses émotionnelles, les préférences esthétiques par rapport à cette peinture-là. C'était la galère déjà dans cette temps, plutôt dans cette temps. Les gens ne voulaient pas répondre, ne savaient pas répondre, il n'a pas pu faire beaucoup avec cet matériel. Il a tout de même écrit un petit bouquin qui c'est une petite perle, les Vorschule der Ästhetik, que je recommande absolument. Et bon, mais comme ça va commencer, c'est ce qu'on appelle Empirical Aesthetics. Ça va commencer pas dans les mains des artistes, mais dans les mains de psychologues expérimentaux qui travaillent avec de la psychophysiologie et qui vont essayer de faire de la psychophysiologie de la perception, surtout de peinture. C'est ça ce qui les intéresse le plus. Alors on va chercher des règles universelles comme the Golden Ratio pour bien expliquer, pour essayer d'expliquer. C'est ce qui serait, la perception, comment est-ce qu'il, d'une façon universelle, quelles sont les règles universelles de la perception de l'œuvre d'art. Et avec ça, ils vont donner aussi, ils vont créer, c'est ce qu'on appelle, Aesthetics from Below. From Below, ça veut dire c'est une esthétique qui, du départ, faite par des scientifiques, c'est contrapose à esthétique faite par les philosophes qui s'est considérée from above. From above, c'est ce que ça veut dire, c'est pas qualitatif en soi, les philosophes sont au sommet et les scientifiques sont à la galère. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer des généralisations à partir des données spécifiques individuelles, comme par exemple des données empiriques sur le Golden Ratio. Et à partir de là, essayer de créer qu'est-ce que c'est que la perception du beau. Et la philosophie faisait le contraire. Ils avaient des gros schémas
théoriques et des grands modèles de ce qui c'était les beaux. Et après, ils allaient avec ces grands modèles-là pour essayer d'identifier dans l'œuvre d'art qu'est-ce qui était bien ou pas bien d'après les modèles. C'est ce qui faisait l'appréciation, l'œuvre d'art, une œuvre d'art ou pas. Voilà. Bon, alors on entre dans l'Empirical Aesthetics officiellement en 1871 ou 1876, c'est quand Fechner publie de Vorschule für Ästhetik. Mais jusqu'après, on va avoir dans la même Allemagne des Einfühlungsästhetik, faites aussi par des gens qui en effet étaient aussi très hybrides en formation. Ils étaient tous des psychologues, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, les grandes universités allemandes, l'esthétique s'étudiait dans le département de psychologie. C'était les moins importants, disons, à niveau de la psychologie, mais c'était dedans la psychologie. Mais ils étaient aussi des philosophes, des fils de philosophes, ils étaient dans cet univers un peu hybride intellectuellement. Qu'est-ce que je veux? Je vais essayer de mettre l'accent sur le Einfühlungsästhetik dans ça qui m'intéresse plus particulièrement. D'une façon générale, Einfühlungsästhetik, ça veut dire l'esthétique de l'empathie, Einfühlung in Deutsch. Et ça veut dire d'une façon plus particulière qu'on va utiliser son corps pour percevoir l'œuvre d'art, pour donner du sens, pour avoir de la jouissance artistique, si je peux traduire comme ça, de Genuss, ou de Lust, Aesthetic Lust, ou Art Fruition in English. Vous allez utiliser son corps, mais il y a des modèles différents dont on va en parler. Mais surtout, il y a quelques auteurs, pas beaucoup, qui disent au-delà du corps, on va toucher les soi. Et alors, je vais prendre cette phrase qui me semble très bien exprimer cette idée-là, qui c'est de Wilhelm Bohringer, qu'on peut considérer que c'est la porte de sortie de l'Einfühlungsästhetik, pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure, mais qui de toute façon, c'est la phrase qui l'exprime le meilleur. Alors, on va jouir des formes d'une œuvre d'art parce qu'on va jouir en effet soi-même dans l'œuvre d'art. Est-ce que la madame allemande considère que j'ai bien traduit la phrase? La phrase, ça veut dire Ouais. nous nous réjouissons des formes d'une œuvre d'art en nous-mêmes. Parce qu'on se réjouit en effet de On soi-même. s'identifie, on se réjouit en s'identifiant à cette œuvre. Oui, oui, c'est vrai. Peut-être que je même... oui, attendez. On voit pas du tout. Oui, c'est très c'est sur rouge. Il y a beaucoup de textes comme ça, on devra faire quelque chose. Ah ouais, Parce que là, il y a beaucoup de textes comme ça. Oui. Prenons plaisir de vivre, ça veut On va dire changer la couleur. avec plaisir de quelque chose. Moi, ça c'est Jeanne, Ça va mieux pour le moment? C'est ce qu'on va jouir dans l'œuvre d'art, sommes nous-mêmes, non? Oui, non, il s'identifie, le spectateur s'identifie Oui. aux formes de l'œuvre d'art. Il voit lui-même dans vous. Il voit lui-même, il voit plus que la forme de l'œuvre d'art, le gestalt de l'œuvre d'art, on se voit, on se projette dans l'œuvre d'art. Ça, c'est très important. Ça, c'est un texte très important, Abstraction und Einfühlung. Et dans l'étude de cette œuvre, on va savoir pourquoi est-ce que Bohringer, mais on va en parler tout à l'heure, c'est la porte de sortie pour le... Vous avez aussi le forme pluriel, ça veut dire le uns, et le wir, ça fait aussi que ce n'est pas l'individu. Oui. Il se projette, donc il se reconnaît dans une œuvre, et la culture elle-même. Oui. Ça englobe quand même un collectif. Oui, c'est alors, on va jouir soi-même dans l'œuvre d'art, et pas l'œuvre d'art, elle, Nous-mêmes. en particulier. Oui, Voilà. il ne dit pas soi-même. Nous-mêmes. Nous-mêmes. Oui, bien sûr. Ok. Alors, c'est ce que c'est que l'esthétique, Einfühlungsästhetik, juste pour redire, c'est ce que je viens de dire. C'est une école du 19e siècle et c'était un moment où les humanistes et les scientifiques théorisaient que les spectateurs répondent à l'œuvre d'art ou l'architecture
flux à travers leur propre corps. Ils projetaient l'eux-mêmes dans les matériels, dans les objets matériels. Ils animaient ces objets. Alors les plaisirs artistiques, les plaisirs esthétiques, la jouissance venaient de cette projection de la vie corporelle de l'individu, des spectateurs sur le voilà. Et pas des choses tout à fait, des règles froides comme le Golden Rule ou Golden Ratio, quoique un grand théoricien d'entre eux, Theodore Lipps, va avoir un article très beau en train de dire que le Golden Ratio fait de sens parce qu'il est juste sur les proportions du corps humain. Mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais alors, on commence avec une esthétique empirique qui est un peu, disons, froide. Elle essaie de voir des règles psychophysiques de la perception visuelle. Elle ne fait pas trop de rapport à l'être humain, elle ne fait pas trop de rapport à l'émotionnel. Et on passe pour un tout subjectif. C'est la sensation du corps, c'est l'essence de soi que c'est un jeu. Nous sommes tous jetés, projetés dans cette œuvre d'art. D'accord? Alors, ça, ce sont 4 noms très importants d'esthétique, Einfühlung esthétique. Robert Fischer, qui c'est le créateur du concept de Einfühlung, d'empathie dans l'art. Après, Heinrich Böcklin, qui va jouer un rôle assez important, quoique je ne crois pas que c'est le plus important qu'il y en a. Aby Warburg, qui a une certaine familiarité avec toute la théorie de l'Einfühlung esthétique, et Wilhelm Wöhringer, qui était un élève de Böcklin par ailleurs, et qui va représenter la transition de l'Einfühlung, de l'empathie vers la distraction. Okay? Mais pour moi, le plus grand nom, la personne qui pour moi, c'est beaucoup au-delà de son propre temps et même au-delà du temps d'aujourd'hui, c'est Theodore Lipps. J'ai absolument adoré son travail. C'est un travail que j'ai vraiment recommande. Et je recommande pour qui veulent connaître plus de son travail, l'œuvre de Vanessa Lux from Berlin, qui parle très bien comme Theodore Lipps, qui rapporte au temps d'aujourd'hui, et surtout à la théorie de Mirror Neurosystem. Elle a dit qu'il a été prémonitoire, je dis qu'il va au-delà du Mirror Neurosystem. Et je vais expliquer tout à l'heure. Pourquoi? Bon, c'est Robert Fischer tout de même qui donne les coups d'envoi du concept de Einfühlung. En effet, il va hériter ce concept à son père, Theodore Fischer, qui était théologue et philosophe de l'esthétique, de l'éthique, et qui utilise ce sens d'empathie comme un des fondements de son philosophie de l'éthique. Et c'est ce qu'il va dire, je ne vais pas traduire les tout, si vous voulez, je peux même les traduire les tout, c'est que les tendances nerveuses qui accompagnent une ligne, un arc d'un phénomène naturel donné, va éveiller l'action et par là, elle va amener un miroitement du mouvement naturel de l'âme humaine. C'est ça ce qu'il va appeler, c'est cet miroitement de la ligne de composition. Alors, c'est une empathie qui se donne pas seulement vers le corps de l'autrui, mais ça peut se donner aussi vers un objet. Cet éveillement du mouvement émotionnel de l'âme qu'il va nommer die Einfühlung, l'empathie. Il va dire, ça passe pour des rapports d'association entre des images qu'on fait, des expériences émotionnelles du corps, avec ces images-là, cette ligne de composition-là de l'objet observé. Il fait rapport à ce corps-là, sans aucun doute, mais par contre, il va le dire, mais bien sûr,
il va mettre en garde. Ça ne veut pas dire que je parle ici du corps physique. Je parle d'une représentation du corps, je parle d'une capacité associative qui se passe à cause de l'influence de Vorstellungsassociationen de Kosteling et das Lebens des Traumes de Scherner, que ce sont des personnes qui travaillent sur la psychologie du rêve. Il va dire que ça passe, cette association-là se donne dans un moment quiconque, par un processus quiconque pendant le sommeil. C'est-à-dire, il y a l'idée du corps, il y a l'idée que les lignes de composition de l'objet d'art font du sens parce que ça, il y a une association avec des expériences de mouvements émotionnels, mais ce n'est pas vraiment le corps physique. Et pour ça, Robert Fischer s'est considéré par beaucoup, le fondateur du mouvement, mais quelqu'un d'un petit peu romantique. Alors, on va de là pour Heinrich Wölfflin, et Wölfflin, au contraire, va essayer de trouver quels sont les fondements physiologiques de ce rapport du corps à l'œuvre d'art. Et d'une façon très, très intéressante, il va dire qu'il n'est pas sans aucun lien avec beaucoup de recherches en neuroesthétique aujourd'hui. Il va dire que c'est ce qui fait que cette ligne de composition va rejouer sur nos expériences émotionnelles, c'est le mouvement saccadique des yeux. C'est-à-dire, sur la ligne, elle est bien courbe, si elle fait des zigzags, si elle a énormément de dynamique, à cause du mouvement des yeux qui l'oblige, elle va, quelque part dans le cerveau, être rapportée à des centres de traitement émotionnel, rapportée à une expérience antérieure du corps avec cette ligne-là. C'est très intéressant. Il y a des gens qui ils font plus les saccadiques avec un rapport avec l'attention, on focalise sur l'attention, mais par contre, il faut savoir que dans la psychiatrie, une des choses qui marque, par exemple, l'état dérangé, si je peux dire, du soi, c'est exactement les problèmes oculomotor behavior. Patients avec schizophrénie, bipolar disorder et j'en passe, ils ont un problème de fixation d'attention, ils ont des yeux très nerveux et ça c'est associé à un état nerveux particulier du sujet. Alors je ne dirais pas que la neuroesthétique a déjà incorporé cette dimension-là, mais je dirais que Wölfflin, quand je lis ça, je dis il y a une intuition extrêmement intéressant là-dedans par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui en psychiatrie. D'accord? Après, il y a des choses que je ne peux pas m'empêcher de penser aussi après que j'ai commencé à travailler avec Asaph, parce que aussi Wölfflin, il va au-delà de ça, il va commencer à dire, par exemple, que la respiration aussi, c'est une façon de résonance empathique. Ça, c'est vraiment quelque chose. Hein? C'est un siècle auparavant, il a écrit même plus, en 1886, il est déjà en train de dire ça. Alors, je trouve le travail de Wölfflin très, très intéressant. Par contre, il aussi sera quelqu'un qui va dire on peut faire de l'empathie avec les corps humains ou avec des objets. Ça, c'est très intéressant à cause de ce mouvement. Quelle que soit la ligne ou quels que soient les mouvements qu'on va suivre avec les yeux, ça va évoquer des expériences émotionnelles du passé. Par contre, il va aussi dire que c'est ce qui va manquer à Wölfflin, c'est de dire quelle est l'importance de ça pour la création du sens de soi, pour l'émergence du sens de soi. Tout au contraire, il va dire, pour mieux s'apercevoir de l'œuvre d'art, il faut oublier les soi. Et les plus en plus qu'on les fera, les mieux on pourra les comprendre. Il y a une petite incohérence là-dessus, c'est bien clair, mais de toute façon, il y a des intuitions que je trouve vraiment magnifiques. Après, je vais parler un petit peu en passant du travail d'Abi Warburg, parce que je ne crois pas qu'il soit vraiment un grand exemple
des théoriciens de Einfühlungs Ästhetik, mais parce que je pense que ces préoccupations sont ailleurs. Mais de toute façon, et là je dis les bouquins merveilleux de Philippe Michaud sur son travail au cinéma, sorti paru en 2004, qui va faire vraiment une très bonne analyse. Comment est-ce que Warburg dit que pour donner des sens même à la Renaissance, il a fait des études florentines en français, pour donner des sens à cet art-là, il faut projeter sur les lignes de composition des mouvements émotionnels du corps. Il n'explique pas trop bien comment. Il fait, disons, il fait il va collecter des images qui démontrent ce rapport-là, qui mettent en évidence ce rapport-là, mais il n'explique non plus les mécanismes, il ne parle non plus beaucoup trop sur quel est le rapport de l'objet d'art, les corps du spectateur et l'histoire des spectateurs. Alors je ne m'attarde pas trop sur lui. Bon, alors je vais parler de qui j'aime immensement. J'espère que je pourrai parler comme il faut. C'est Theodor Lipps. Theodor Lipps, il a une écriture qui est extrêmement contemporaine, un élément très facile à lire par ailleurs, je vous recommande. Il va faire une distinction entre Einfühlungs, deux types de sympathie. Un, c'est le Einfache Einfühlung, que c'est la sympathie simple, l'empathie simple. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'empathie simple? C'est exactement cette capacité à projeter les corps, les expériences vécues du corps pour comprendre les formes de composition de l'objet d'art. Ça, c'était déjà d'une façon, disons, romantique en Fischer, ça a été certainement en Wölfflin, ça a été en quelques autres auteurs un peu secondaires. Mais il dit, ok, ça c'est évident, on a besoin de ça pour donner du sens, pour avoir l'expérience esthétique. Mais ça ne suffit pas. Et là, on est passive un petit peu de sa propre proactivité. Même si on projette les soins sur l'œuvre d'art, on est dans un cadre borné. Rien ne se passe de grand en cette projection-là. C'est ce qui va se passer d'énorme et qui va faire l'expérience esthétique vraiment d'autre niveau pour Lipps, c'est le retour de l'œuvre d'art sur l'individu. Je projette ma personnalité, je projette mes mémoires autobiographiques sur l'objet d'art, je projette mes expériences kinesthésiques sur l'objet d'art. Ça ne suffit pas, ça c'est une empathie de premier niveau, mais l'objet d'art, il revient sur moi. Il revient sur moi, il va me changer. C'est le seul auteur à dire, l'objet d'art me change. Ce n'est pas moi qui fais l'objet d'art, c'est l'objet d'art qui va aussi me faire. Mais il va me faire à cause des projections qui sont les miennes, que moi je fais sur cet objet d'art. D'accord? Et comment est-ce le mécanisme de ce changement de soi dans l'objet d'art? C'est parce que l'objet d'art, c'est parce qu'on a un soi dans l'inconscient. C'est ce qu'on appelait l'inconscient. Il était, je veux dire, extrêmement aimé de Freud. Freud respectait Theodor Lipps énormément, exactement à cause de ce contenu de l'inconscient. On a des ressources en soi. On n'est pas limité par nos expériences. Nos expériences, elles ont comme si on était, j'aimerais bien le dire, de self-organization states. On a des possibilités de changement. Et l'œuvre d'art, elle va nous prendre, disons, pour cette bassin d'attracteurs-là, il y a quelque chose en commun avec mon expérience, mais il y a des contenus non explorés dans mes ressources inconscientes, qui sont motrices, qui sont émotionnelles, qui sont des capacités morales, que cette œuvre d'art va appeler à la conscience. Et rester à l'inconscience jusqu'à la rencontre avec l'œuvre d'art, il remonte à la conscience. C'est une expérience agrandie, augmentée de soi que l'œuvre d'art va permettre. C'est-à-dire, je projette moi sur l'œuvre d'art, je suis dans un cycle totalement
self-concerned, mais d'une certaine façon, c'est tout à fait par rapport au soi, mais c'est la porte d'entrée de l'autrui dans le soi. L'autrui va entrer en moi. Et il va entrer, il va changer mes structures. Il va faire que, je prends conscience en moi de ce que je ne connaissais pas encore. Et après que j'ai des expériences, c'est très expérientiel, que je ne pourrais pas avoir peut-être par manque d'occasion. Simplement, ça ne se passerait pas. Alors, l'œuvre d'art a un rôle capital dans l'œuvre de Theodor Lipps à cause de ça. Et quand on arrive à ce niveau-là, on est dans ce qu'on appelle le volle Einfühlung, ou l'empathie totale, ou l'empathie sympathique, c'est un peu difficile à traduire à nouveau, mais c'est le changement de moi par la confrontation avec l'objet d'art. Alors, si vous vous rappeliez que nous sommes dans un cadre d'un programme où j'essaie de voir comment les spectacles de danse changent la représentation mentale de soi, je suis tout à fait en diapason avec Theodor Lipps. Je m'attends que l'œuvre d'art va ramener, qu'il va demander mes ressources inconnues, kinesthésiques, émotionnelles, morales, et même des contenus refoulés, des mémoires refoulées, des émotions refoulées. Ça peut aussi en arriver. Ok? Bien sûr, Theodor Lipps n'a pas trop comment expliquer comment ce mécanisme se fait. Mais il y a un bouquin plutôt, parce que là on est. Attendez, je vais. On est dans Ästhetische Einfühlung, c'est son travail principal sur l'esthétique, où il va expliquer plusieurs choses que je vais revenir, mais je dirais que Selbstbewusstsein, Einfühlung und Gefühl, où il va parler sur la construction du sens de soi. Il va passer très rapidement pour la question esthétique, mais il va expliquer comment ce rapport entre sensation et sentiment, ça que c'est sensoriel et c'est ce que c'est de l'ordre de l'émotion et de la sensation tactile, ou même des émotions, va permettre que ce qui s'était codé d'abord comme objet devienne soi. Alors, j'ai vraiment, ça va passer en gros, pour vous dire, dans toutes les expériences qui me rapportent, par exemple, on est capable de généraliser des expériences passées. En ce qui concerne, il parle beaucoup sur les sens kinesthésiques, il va donner l'exemple de l'arche, Bogen. On peut se ressentir, c'est ce qui fait la force de Bogen, c'est parce qu'on a eu auparavant, et on peut généraliser pour cette Bogen, la force qu'on fait si on veut faire soi-même une arche. Et on va projeter, cette arche va nous rappeler cette force-là. Et c'est pour toute cette sensation qu'on peut généraliser, même si ce n'est pas de la même expérience, mais d'une expérience parallèle, on peut généraliser pour une famille d'expériences. C'est comme ça qu'on va élargir le champ de l'expérience par l'observation de l'objet d'art ou de tout objet. Et c'est par là qu'on va donc on va élargir le champ de l'expérience et c'est par là qu'on va pouvoir avoir un vrai caractère expérientiel par l'observation de l'objet d'art qui va au-delà de l'expérience préalable que j'ai eue. Ce sera une expérience élargie. Alors je vous conseille vraiment de lire Selbstbewusstsein pour essayer de mieux comprendre les mécanismes, comment ça se passe chez Theodor Lipps, c'est le transport entre l'autre et le soi qui change l'image de soi, ou qui change l'identité de soi à plusieurs niveaux. Bon, il faut savoir, c'est ce qui est très important, Theodor Lipps écrit en 1900 sur Ästhetische Einfühlung, l'empathie esthétique c'est de 1900, et Selbstbewusstsein c'est 1907,
c'est-à-dire plus d'un siècle auparavant, il n'a pas les moyens, mais une chose qu'il dit et qui fait très clair, même en Aesthetisch Einfühlung, c'est que cette mémoire-là, qui me rappelle que j'ai pu crier, j'ai dû faire de la force pour crier en H, cette expérience-là, elle vient pour moi pas d'une façon représentationnelle, pas d'une façon par imagerie, ça se fait par la reproduction de l'action. Et c'est en ça qui en lui rappelle énormément, qu'on pourrait dire que c'est prémonitoire de théorie du neurone miroir. On va refaire la même action qu'on a fait pour exécuter une action parallèle, un objet parallèle, dans l'observation de cet objet-là. Ils ne peuvent pas le démontrer, ça sera démontré un siècle plus tard, mais il est déjà là-bas. Par contre, c'est ce qu'il dit, et que les théories de neurones miroirs ne disent pas, et je voudrais vraiment mettre le point là-dessus, c'est que la théorie de neurones miroirs, pour la plupart, il va dire qu'on a besoin d'une expérience préalable et que notre expérience de neurones miroirs est bornée par cette expérience préalable. Les neurones miroirs, pour la plupart des études, ne changent pas la représentation de soi. C'est-à-dire que pour moi, là, je l'explique pourquoi est-ce que pour moi, Théodore Lipps, c'est devant la théorie de neurones miroirs, parce que ça commence à peine à se démontrer que l'expérience par l'observation, c'est une vraie expérience et que ça change la représentation de soi. D'accord? Alors, bon, je pense que j'ai passé par... Bon, il va se poser des questions très claires. J'aimerais bien aussi de voir des gens de neuroesthétique en se posant cette question de cette façon-là. L'esthétique, ce n'est pas seulement une question de beau. C'est une question de comment cette beau-là va arriver, parce que la plupart des études de neuroesthétique sont faites, on fait avec l'FMRI, qu'est-ce que vous trouvez de beau, et on va voir un big blob, et on dit dans cette activation de cette région, on voit les beaux, mais on ne dit pas comment cette beau émerge. Alors, c'est un peu ce genre de questions. Je voulais amener cette question parce qu'elles sont très objectives. Et psychologue, il se pose la question, il essaye de répondre avec les moyens de l'époque, comment la réaffirmation de moi vient à signifier l'affirmation de l'objet perçu et vice-versa. J'aurais dû mettre là et vice-versa, c'est un boucle. Et comment est-ce que le plaisir esthétique peut dériver de ces processus? Alors, il est un psychologue expérimental, ok, il est philosophe aussi, mais il est surtout un psychologue expérimental avec son labo, et il se pose de vraies questions d'intérêt pour l'esthétique. C'est pas juste à dire, tu as trouvé ça beau, alors c'est là que ça se passe dans ton cerveau, c'est à dire comment est-ce que ça se passe. Quelle est la significance pour soi, qu'est-ce que sont les allers-retours entre le soi et l'objet d'art, et comment est-ce tout de même que les plaisirs peuvent venir esthétique peut venir de là. Ça, ce sont pour moi des vraies questions qui disent aussi comment Théodore Lipps est totalement en avance, même sous beaucoup de recherches en neuroesthétique aujourd'hui. Bon. Ok, là, je vais répéter, mais bon, ça sera très... Je vais faire la emphasis là-dessus. Il va dire avec... C'est un maximum de Théodore Lipps, que je trouve qu'il parle de ce rapport de boucle entre le soi et l'objet. C'est très intéressant. Comment est-ce que ma personnalité courante d'aujourd'hui comment est-ce qu'elle a ce rapport sur cette personnalité qui a été reproduite et objectivisée dans l'objet d'art. C'est-à-dire, c'est l'idée de la boucle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est moi maintenant? Comment est-ce que c'est moi que je suis maintenant? Se rapporte à ce moi que je viens de devenir à cause de ce rapport avec l'œuvre d'art. De cette objectivation du contenu inconscient
submergé, refoulé, que l'œuvre d'art a fait apparaître tout d'un coup, d'une façon très expérientielle. Oui, d'accord. Alors, il va dire que c'est un rapport de l'œuvre d'art et de soi qui se passe dans ce moment. Elle a besoin qu'il y a dans les sujets des tendances, des intérêts, des besoins. Je pense que j'ai déjà parlé un peu de ça, mais bon, des tendances qui sont submergées, qui sont en sommeil dans le sujet. C'est ça ce que l'objet d'art va appeler. C'est beaucoup plus, ça peut être un contenu kinesthésique, parce que le contenu kinesthésique pour lui a une fonction émotionnelle très claire. Il va faire toute une analogie dans le aesthetics Einfühlung avec les gestes de colère d'une statue. C'est à partir de là qu'il va construire toute sa théorie de l'esthétique. Et bon, alors il y a un rapport à des contenus aussi cachés kinesthésiques, mais c'est une pléiade de contenus cachés probables. Quand je vais aller parler dans le prochain cours, dans le prochain séminaire de la théorie de neurones miroirs, on va voir comment aujourd'hui les critiques qu'on fait côté neurosciences de neurones miroirs vraiment parlent de ça, de la possibilité d'avoir des ressources, même depuis la naissance, des ressources innées, des possibilités de mouvement, des mouvements seulement, sont stockées dans l'individu et qu'on va généraliser dans l'observation de l'action. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'observer dans l'action seulement ça, ce qui vient de notre expérience personnelle directe, vraiment vécue. D'accord? Alors ça, c'est aussi très, très prémonitoire, je les crois. Bon, après, j'ai transmis un petit peu de la zone, c'est ce geste de colère. J'ai déjà parlé, je ne vais pas les répéter. Bon, alors, Theodolitz, pour moi, c'est le sommet de Einfühlung esthétique. Il est plus que contemporain, il est pour moi devant les temps présents. Mais on va sortir de là par Wilhelm Bohringer, parce que Wilhelm Bohringer, il va écrire, il est élève de Wölfflin, comme je l'ai dit avant, alors il vient de l'Einfühlung esthétique, mais il va écrire un livre qui va donner une étude, en effet c'est sa thèse de doctorat, c'est Abstraction und Einfühlung, où il va donner la lettre de noblesse au concept d'abstraction, que jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est considéré quelque chose de propre aux arts primitifs, au peuple primitif. Alors il y a un parti pris cognitif énorme et un parti pris ethnique énorme là-dessus. C'était considéré seulement l'art qui passait par l'empathie et qui venait, qu'il considérait qui était là au moins depuis la Renaissance, étaient des peuples évolués. Et Bohringer va dire pas du tout, on peut aussi avoir une pulsion, la même pulsion qu'on a vers des mouvements corporels, on peut avoir aussi sous des formes inorganiques. Et pas par les biais de passer par les corps, mais par leur propre structure, pour leur propre objectivité, dehors de nos corps, dehors de nos expériences. Ça donne la lettre de noblesse. Il y a beaucoup de théoriciens qui disent Bohringer, c'est celui qui a permis tous les mouvements abstraits du XXe siècle. Peut-être ça c'est un petit peu trop, mais c'est ce qui se passe, c'est évident. On va voir à partir de Bohringer et à partir du début du XXe siècle un presque total oubli de la notion d'Einfühlung, d'empathie, jusqu'à ce que ne va qu'y revenir dans la fin du XXe siècle. Le corps est toujours là, mais le corps est objectivé lui-même de deux façons. D'abord par la Bauhaus.
d'abord par la Bauhaus, par les principes de physionomie. Qui disent que finalement, c'est ce qu'on projette, ce sont des schémas qui sont capables de se rencontrer, qui n'ont pas trop à voir avec l'individu. Ce sont des schémas universels, reconnaissables par tous, qui s'appliquent à la perception du corps propre, du corps de l'autrui et de l'objet. C'est-à-dire, ce sont des représentations mentales d'une certaine façon désincarnées, disembodied again. Et l'exemple clé que Berlin donne pour expliquer cette approche de la Bauhaus, c'est The Weeping Willow. Je ne sais pas, quelqu'un pourrait traduire ça en français. C'est cet arbre énorme qui a des gros mous, branches qui tombent par des mètres, comme si... oui, là je dis weeping, comme si elle était en train de pleurer. Et on dit... C'est le pleureur, Oui, c'est ça. Hein? Sous le pleureur. Sous le pleureur. Pleureur, à nouveau, pleureur en français, weeping en anglais, parce qu'on dit qu'on va interpréter ça comme triste à cause de cette structure, de ce schéma courbé, descendant, qui aurait en soi, où est-ce qu'on l'applique, sans besoin de l'expérience du corps propre, sans besoin d'expérience autobiographique, aurait les pouvoirs d'évoquer où est-ce qu'elle s'applique l'idée de tristesse, à l'os de pleurer, de pleurs, of crying, and so forth, and so on. C'est-à-dire, la Bauhaus va objectiver les corps, il va dénouer cette corps de ses propres expériences, kinesthésiques, et de son sens de soi. On n'a pas besoin du sens de soi pour donner du sens aux événements perceptuels de la vie quotidienne. Et eux aussi ne vont pas trop changer votre sens de soi. Après, une autre façon dont la Bauhaus va désincarner les corps, même s'il est toujours là, il y a quelque chose qui c'est sans aucun doute un peu ambigu, c'est l'idée de la forme suit la fonction. Alors c'est quelque chose beaucoup plus proche de James Gibson, de la théorie de affordances. À nouveau, j'ai besoin d'aide en français, comment affordance en français. Hein. C'est toute une objectivation c'est l'usage du corps. Il parle des matériels, des souvenirs, des émotions, de sensations de force stockées dans votre mémoire et dans votre mémoire motrice qui vont donner du sens ou vont donner du rôle au corps dans la perception de l'objet d'art dans la Bauhaus. Le corps joue un rôle parce qu'il interagit avec l'objet et rien d'autre. Il n'y a pas l'expérience personnelle du corps, ce sont des schémas universels reproduisibles. C'est bien vrai que ça aussi joue un rôle. Je ne nie absolument pas la théorie d'affordances, c'est bien clair, de Gibson, mais je crois aussi, on le sait très bien, que les corps jouent un rôle dans la perception, pour tout ce que je dis déjà. Et bon, ce rôle-là, il est négligé à partir de là. La psychanalyse, elle va un petit peu... Est-ce que les gens peuvent poser des questions? Ou est-ce qu'on peut poser les questions après la fin? Maintenant ou à la fin? À la fin. Oui? Bon, mais bon, c'est juste une question... C'est une décision générale. D'accord. À la fin, j'avais prévu une demi-heure de... OK? Après, il y a la psychanalyse. Il faut le dire, par exemple, que Daniel Bernin, qui est un grand historiateur du rapport de l'art et science, il va dire, bon, la Bauhaus et la psychanalyse, il manque carrément de données empiriques. Alors, je vais discuter ce qu'ils font. Mais bon, Théodore Lipps aussi manquait de données empiriques. Il avait une intuition magnifique. Et c'est ce que je dirais, c'est que la psychanalyse, c'est la seule qui, même si, par
exemple, la psychanalyse, elle va rejouer, surtout jusqu'aux années 60, la psychanalyse freudienne, elle va s'intéresser beaucoup plus au processus créatif que les processus de réception de l'œuvre d'art. Alors Freud va voir ces deux textes sur Da Vinci et sur Michelangelo, et où il va essayer de comprendre, depuis ses outils à lui, du rôle de l'inconscient, du ego, super-ego, dit, qu'est-ce que c'était que les processus créatifs en art. Il ne s'occupe pas trop de la réception de l'œuvre d'art non plus. Mais à partir des années 60, et là, je veux dire, notamment dans le cinéma, je dirais plus que dans le beaux-arts ou dans la danse, on va reprendre cette voie psychanalytique pour rejouer exactement le rôle du spectateur. C'est ce qu'on va appeler en anglais spectatorship theories. Il y a un bouquin merveilleux par Philippe Rosin là-dessus, Narrative, idéologie et apparatus. Et après, il y a un Français qui a écrit des choses merveilleuses que je trouve que même si ce n'est pas vrai, j'aime bien parce que c'est très bien écrit, très bien raisonné, que c'est Jean-Louis Baudry. Il va faire deux textes, un d'influence freudienne et l'autre plutôt lacanienne, où il va jouer sur le rôle du corps du spectateur dans la salle cinématographique traditionnelle de l'époque des années 60. Il va faire un très bon parallèle avec la case de Platon en français. Et il va dire que le corps du spectateur de cinéma est destitué de sa motricité, comme l'individu dans la cave platonicienne enchaîné dans le noir. Et il va dire que le BIM, le projecteur de cinéma, joue le même rôle de la lumière pour laquelle qui était posée derrière la tête du spectateur, de l'individu platonicien, de la cave platonicienne, et qui projetait que d'ombre de son existence, c'est-à-dire la représentation de l'existence devant les murs devant lui qui étaient enchaînés. Et parce qu'il était enchaîné, il était totalement passif et totalement non réactif par rapport au contenu représentationnel de ces ombres ou de ces images cinématographiques. Ça, c'est très beau. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais j'adore ce travail. Je parle toujours sur lui parce qu'après, c'est écrit dans un français très beau. Je le recommande. Mais bon, alors la psychanalyse sera la seule de toute façon qui va maintenir un lien évident avec l'influence esthétique, même si cet lien n'est plus si objectif que ça. Il ne cherche pas vraiment les corps du spectateur, les mémoires concrètes du spectateur. Il n'essaye pas de trouver quelles seraient ces ressources qu'on pourrait explorer lors de confrontation avec l'œuvre d'art. Il va plutôt prendre, je le répète, Freud aimait immensément Theodor Lipps, il va prendre l'idée de l'inconscient, qu'il y a des matériels inconscients, et il va expliquer comment ce matériel inconscient marche à partir de sa théorie à lui. Et bon, ça sert à ça, surtout, je le répète, pour les processus de création de l'œuvre d'art. Les corps ne jouent pas trop de rôle, il ne parle pas beaucoup de le spectateur. Et après, Freud aussi, il y en a de ces deux études très intéressantes, mais aussi il laisse tomber, il est un peu sceptique de qu'est-ce qu'il peut dire sur l'œuvre d'art avec la psychanalyse. Ça, c'est lui, Jung ne serait pas d'accord, mais bon. Après, il y a la phénoménologie. C'est-à-dire, la phénoménologie, c'était aussi une école qui a été extrêmement importante, qui a influencé beaucoup des études, influencé jusqu'aujourd'hui en neurosciences cognitives, et qu'il y a aussi un rôle pour les corps. Mais c'est un rôle presque autant objectivé qui dans la Bauhaus. C'est les corps en action, c'est les corps par rapport à ce qu'il vit, son rapport avec l'extérieur, ce qui s'appelle soi. Alors on dit même que la conscience de soi, on va les voir dans le 3e séminaire, il y a la conscience de soi de base, qui c'est la conscience de soi phénoménologique, c'est
exactement tout ce qu'on s'aperçoit, tout ce qu'on vit, ça c'est déjà le soi, même si on les représente comme l'autrui. Alors, la phénoménologie, c'est dans ce niveau-là, mais elle ne se rapporte pas à des contenus cachés, réprimés, des ressources, et elle surtout ne fait pas la confusion du moi avec l'autrui. J'aperçois l'autrui, et pour la personne saine, l'autrui c'est l'autrui, moi c'est moi, il n'y a pas d'interaction. Alors on reste vraiment, quand on commence à s'apercevoir de ce cheminement-là, on dit c'est moi avec Theodor Lipps, peut-être un petit peu avec Worringer, mais après les corps assument un rôle très secondaire, je dirais, pour ou très basique pour la formation du sens de soi. Il n'est plus si vraiment, si important, si définisseur comme dans la Einfühlungsästhetik. Okay? Je pourrais aussi dire par rapport à la Bauhaus, qui dans le monde francophone, il y a des gens comme Henri Vallon, par exemple, qui vont essayer aussi de faire l'esthétique empirique de la condition de spectateur. Mais tout autant que la Bauhaus, il va se tenir à ce qu'on peut coder, disons, du point de vue physiologique, et des réactions qu'on peut vraiment observer. Alors, c'est ce qu'il dit, c'est presque toujours que le corps ne joue aucun rôle dans la perception des œuvres visuelles, par exemple. Il y a bel et bien une distinction des espaces, l'espace de l'autrui, l'espace de moi. Pourquoi? Parce que c'est ce que je peux, à l'époque, ça ce sont les années 50, mais ça va avoir 5 ans avant les années 60, cette école est finie. Parce que c'est ce qu'on peut à cette époque enregistrer, ce sont des réactions comme skin conductance, on peut même voir, on considère que l'activité motrice est celle que vous pouvez regarder, je regarde le sujet et en train de taper sur le clavier. S'il y en a, on ne parle pas des processus proactifs, processus anticipatoires, on ne parle pas de motor imagery. Alors, bien évidemment, si on ne parle pas de ce contenu-là qui se passe à niveau cérébral, cortical, qu'aujourd'hui on a les bien enregistré avec des études de brain imaging, si on ne parle pas de ça, le corps ne prend pas de rôle. D'accord? Et si on aussi, en venant de physiologie, on n'accepte pas la psychanalyse, alors on n'a pas trop de rôle à donner au corps. Alors, le XXe siècle va passer pour sa plupart avec un rôle de corps qui est toujours là, mais qui n'est pas si fort et pas si définissant, si important, qui comme dans ce moment particulier de la fin du XIXe siècle en Allemagne. Ok, qui est-ce qui va emporter ce rôle de retour, va re-questionner ce rôle de corps dans la perception et dans la perception de l'œuvre d'art en particulier. Ça sera la théorie du neurone miroir, il y a au moins cet rôle-là. Bon, il y a de bonnes choses, bien évidemment, même s'il n'est pas tout ce qu'il y en a à dire. Et il va imprégner ce qui sera l'école de neuroesthétique. Alors, les neuroesthétiques, elles sont plusieurs. Il y a des neuroesthétiques qui sont désincarnés, qui sont désintéressés du rôle du corps. On va tout simplement, exactement ça, c'est Miezeki a fait maintenant ça, il venait de la perception visuelle, il voulait dire, je me rappelle de son bouquin avec Barthes, et qu'il essayait de faire comprendre, de faire croire à Barthes que son œuvre d'art était parce qu'ils avaient des neurones qui codaient la couleur ou de la texture de cette façon, de cette l'autre, ou de l'espace de cette façon, de cette l'autre. Et Barthes disait, surtout Barthes, qui a un contenu figuratif et émotionnel, et je dirais même très psychanalytique, très fort, il disait, ça ne me dit rien, je ne fais pas de la peinture parce que je m'aperçois des couleurs ou des textures, c'est pas mon truc. Bien évidemment, qui fait de l'abstraction ne fait à cause de ça, à peu près. Ils sont toujours en train de chercher quelque chose d'autre, mais
Bon, alors il y a ce décalage-là. Il y a aussi le travail des équipes sur Alexander Calder qui va vouloir faire croire au lecteur que Calder a fait tout ce travail avec des modules et des mouvements parce qu'il y a des neurones à MTV5 qui codent les mouvements. Bien entendu, on s'aperçoit de mouvements pour pouvoir les reproduire, sinon ça ne se passe pas. Et bon, là, il y a toute une neuroesthétique, surtout consacrée à l'objet visuel, qui s'est très désincarnée et qui s'est très désintéressée, je dirais, des vraies questions esthétiques et qui est là à peu près pour utiliser l'œuvre d'art comme un objet de recherche au but spécifique de la perception visuelle. D'accord? Après, il y a des problèmes méthodologiques, mais je vais parler de ces problèmes méthodologiques lors des séminaires, des workshops que je vais donner sur comment mettre en place un projet de neuroesthétique expérimental. Pas pour l'instant. Mais bon, avec l'avènement de la neurone miroir ou de Mirror Neural System, qui, je m'espère que tout le monde les connaît ici, les Mirror Neural System, c'est l'idée, on a démontré d'abord dans les macaques, mais aujourd'hui déjà dans l'être humain, que quand on observe une action, on va activer des neurones, notamment dans le cortex prémoteur ventral et dans l'inférieur parietal, dans le lobe pariétal inférieur, qui sont aussi activés quand on exécute cette même action. Ça fait couler beaucoup d'encre, ça a 20 ans maintenant de théorie, c'est ce qu'ils ont démontré, et ça veut dire qu'un projet, bel et bien, comme Lips avait dit, comme tout le monde de l'école des influences esthétiques a proposé, ça veut dire qu'un projet, bel et bien, notre corps, on utilise notre corps dans la perception au moins des activités motrices du corps de l'autrui. On n'a pas démontré pour des objets, on n'est pas démontré pour des personnes qui ne font rien, mais on a démontré que quand on observe une action, on va une grande partie actionner ou activer les mêmes zones motrices du cerveau qu'on utilise en partie, je vais le dire, et dans la prochaine semaine je ferai la critique là-dessus, qu'on utilise pour exécuter cette même action. Bon, alors, cet rapport corps à corps, mon corps, votre corps, c'est ce qu'on appelle de la résonance motrice, a été finalement influencé aussi cette neuroesthétique qui était jusque-là très désincarnée. Et il y en a surtout deux approches à cette neuroesthétique incarnée, embodied one, c'est-à-dire une qui dit que cette simulation de l'action, des sentiments empathiques dans l'observation par rapport au contenu représentationnel, une qui va simplement essayer de démontrer qu'il y a activité motrice, vraiment une simulation, une motor resonance, comme on l'appelle, entre les corps du spectateur et les corps de celui qui fait une action. Cette action peut être une action de danse, mais peut être aussi une action figée d'une sculpture ou d'une peinture. La deuxième approche, c'est-à-dire, c'est la représentation du geste. C'est le geste de colère de Lips. Alors, un geste de colère va aussi produire, il essaie de le démontrer, va aussi produire les mêmes activations, ou les mêmes, partiellement les mêmes activations dans les systèmes moteurs que j'utilise pour faire ce geste de colère. Il ne parle pas, observez là, que ce geste de colère observé peut être différent d'un geste de colère que j'ai déjà vécu, et non plus, encore non plus, qui va altérer mon geste de colère ou mon répertoire de gestes de colère en moi. C'est-à-dire, il ne parle pas que ça a un caractère expérientiel. La deuxième approche qu'on a dans l'embodied neuroaesthetics, c'est qu'on va dire non, ce n'est pas le contenu de la représentation
qui va nous faire activer les mêmes zones motrices du cerveau, mais c'est l'émulation du processus de peinture lui-même. Alors, on pense tout de suite au travail de Jackson Pollock, Action Painting. Il avait raison, on peut s'attendre qu'on va rejouer sur des mécanismes de production de cette peinture-là, très moteur, quand on est en train de l'observer. Il y a une étude qui a été faite ici à Paris par Jérôme Pelletier et Luca Cazzini, qui a démontré aussi, par exemple, que quand on fait c'est ce qu'on appelle le priming, comment on traduit priming? Un amorçage d'un geste de peinture donné. Disons, on connaît tous les gestes de peinture très caractéristiques à Van Gogh. Si vous faites ce geste de peinture avant de passer à l'observation de la peinture de Van Gogh, vous allez avoir une augmentation de l'activité dans cette zone motrice-là qui aurait été utilisée pour faire les mêmes gestes de peinture lorsque vous observez la peinture elle-même. C'est-à-dire, c'est ce que vous observez, c'est les gestes de peintre par les contenus représentationnels. Ça, ce sont les deux écoles d'Embodied Neuroaesthetics qu'on a jusqu'aujourd'hui dans le cadre de la perception de l'œuvre visuelle. Et maintenant, je vais passer pour ce qui nous intéresse dans le cadre de ce programme. Pardon, qui c'est la neuroesthétique de la danse. D'accord? La neuroesthétique de la danse, elle est un peu utilisée, surtout par l'école de Londres, et après je vais écouter les remarques d'Assaf, un petit peu comme un exemple de plus pour les répertoires d'actions motrices qu'on peut vouloir émuler par l'observation. Et l'école de Londres, contre l'école nord-américaine, dit qu'il y a un rôle décisif de l'expérience préalable du sujet pour pouvoir comprendre, vraiment activer les mêmes zones motrices utilisées par la personne, par les danseurs pendant qu'ils dansent. C'est-à-dire notre capacité à simuler, notre capacité à raisonner, faire de notre résonance avec cette danseur-là est complètement contrainte, dépendante de mon expérience préalable. Il y en a même des études qui parlent, je vais montrer une étude ici, mais il y a même des études qui parlent du rôle du genre. Une femme ne va pas pouvoir émuler l'action d'un danseur masculin et vice-versa. Oui, après je vais parler, même des danseurs, je vais donner l'exemple bientôt. Le deuxième modèle, c'est nord-américain, il ne dit pas du tout. Là, on peut apprendre avec l'observation de l'action. On peut arriver totalement naïf et on va apprendre l'observation de l'action, c'est un as-if, une vraie expérience motrice. On va l'apprendre avec cette expérience d'observation et apprendre dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va activer, on va prédisposer, on va faire du learning sur des aires motrices utilisées pour l'exécution de l'action sans avoir exécuté. On peut être totalement naïf, on a besoin d'aucun contact avec la danse auparavant et on va as if, comme si vivre, comme si danser, et ça sera imprégné dans les synapses de nos systèmes moteurs. Okay? C'est vraiment du learning. Learning by untrained observation. Je vais donner deux exemples de ça. Alors là, il arrive très proche de ce que les gens de mindfulness esthétique disaient, surtout de ce qu'ils disaient Lips. Par contre, la recherche, c'est très récent, surtout du groupe nord-américain, et ils sont encore de donner des évidences que ça se passe. Ils ne sont pas encore de faire les retours sur la subjectivité du sujet, et sur l'identité de soi. Alors,
Ils ont seulement entendu que ça s'y passe. Les processus, ce n'est pas dépendant des expériences préalables, alors c'est un processus beaucoup plus large que ça. Il est un processus de learning, même pour des observateurs naïfs. C'est juste là, c'est où s'arrête l'état de l'art, de la recherche au moment actuel. Je donne un exemple ici, c'est de l'école de Londres, hein, c'est, bon, je vais dire le nom, c'est Beatrice Calvino, hein, Patrick Haggard, und so fort, und so weiter. Et ici, c'est un exemple, par exemple, déjà avec des danseurs professionnels de ballet. Et il va démontrer qu'il est, on n'arrive pas vraiment à voir les graphiques, hein, c'est dommage. Non, on n'arrive pas à voir, il faut m'y croire, que même pour un danseur professionnel de ballet, alors qu'il y a un répertoire motrice, un vocabulaire moteur énorme, il ne va pas pouvoir faire de la résonance motrice avec l'observation des chorégraphies qu'il n'a pas dansé au préalable. Ça, c'est un exemple pour moi paroxystique, parce qu'ils vont dire de tout. Ils vont dire de la personne qui n'a jamais dansé, de la personne de sexe différent, c'est-à-dire les soi contre les rapports à l'œuvre d'art. Ils ne s'ouvrent pas à l'œuvre d'art, ils ne s'échangent pas par l'œuvre d'art. Ça, c'est ça ce que je voudrais remarquer. Et après, il y a l'école de Cross, Emily Cross aux États-Unis. Ils vont dire exactement le contraire. Là, c'est très clair, on peut bien observer que pré-training, post-training, pour des gens qui n'ont pas eu de l'expérimentation, on va pré-training quand j'observe seulement, so untrained people, pré-training, je vais avoir à peu près les mêmes niveaux, ou même un petit peu plus grand, d'activation dans les zones motrices qui sont identifiées de cortex. Là, c'est les palietto, hein, mais ici, c'est déjà les prémotor cortex. C'est-à-dire les deux structures de fond de Mirror Neural System in Humans, même sans avoir entraîné l'action, l'observation de l'action de la danse par des sujets naïfs va activer même un petit peu plus que pour des gens qui ont l'habitude de danser. Alors ça, c'est vraiment très remarquable et ça se répète là pour les contextes prématures. Okay? Post-training, bien évidemment, que la personne va avoir un petit peu plus de l'activité, mais ils ont à peu près les mêmes niveaux. Ce sont des expériences vraiment tout à fait équivalentes, c'est-à-dire les cortex pariétal et les cortex prémotaux seront activés au même niveau si je dansais ou si je observais la danse, si j'étais danseur, si je n'étais pas danseur. C'est-à-dire j'ai appris la séquence de la danse d'une façon imprégnée, learned on your motor cortex, seulement par l'observation. Ça, c'est magnifique. Ça veut dire que Theodore Lipps a beaucoup de raisons, qu'on peut apprendre quelque chose par l'observation de la danse. On peut avoir, c'est les caractères expérientiels de la danse. C'est ça ce que j'aime bien dire, que je crois qu'on peut généraliser pour toute observation de tous objets d'art. Hein. Mais pour l'instant, on n'a que cette évidence rapportée à la danse. Alors, la danse, c'est un objet d'étude très riche pour comprendre cette relation du spectateur à l'œuvre d'art qui passe pour des mécanismes de résonance. Ok. Ça me dit aussi beaucoup pour les projets qu'on va mettre en place ici, c'est-à-dire qu'on peut avoir des espoirs, qu'on va vraiment changer la mental representation of the self seulement par l'observation du mouvement de danse. Parce qu'on a ce caractère de learning, ce caractère expérientiel que les groupes des États-Unis ont démontré. Maintenant, je vais fermer les talks. Je pense que peut-être j'ai bien déjà extrapolé mon temps. Non? En fait, on a dit 1h30 et après, tant de questions là, on n'est même pas 1h30 encore. Ah d'accord, ah ok, j'étais en train de... Généralement, je vais être très
Ok, alors je vais parler d'une nouvelle approche qu'on est en train de voir dans la neuroesthétique de la danse. C'est ça ce qu'on appelle neural entrainment. C'est l'idée qu'on va avoir une sensory motor contagion qui va au-delà de contagion moteur d'un mirror neurosystem. C'est une contagion certainement moteur, ça passe par l'empathie certainement. C'est fermé encore, qu'est-ce que c'est? Oui, ça. Ça passe certainement pour l'empathie, ça passe par les systèmes moteurs, certainement en la résonance motrice, mais la résonance que le neuroentrainment est en train de chercher, ce sont dans des patterns rythmiques, notamment. Cette pattern rythmique va synchroniser les gens à niveau physiologique et cognitif. C'est-à-dire, on va changer de patterns de rythme et un travail qu'on vient de montrer ici dans les labos-danse, c'est ce qu'on va changer aussi des mesures cognitives. Et là, c'est ce qu'ils ont montré, c'est ce qu'Assaf a démontré, c'est ce qu'il entraîne maintenant, non seulement tout le groupe a démontré le labos-danse, c'est ce qui le neuroentrainment, l'écoute ou l'observation des patterns rythmiques par un groupe dans des situations écologiques vont changer pas seulement à nouveau de patterns motrices, mais des expériences sensorielles interoceptives comme l'expérience battement cardiaque, la respiration, et des mesures cognitives de haute cognition comme la perception du temps. Ça, c'est vraiment remarquable. Ça veut dire que on peut attendre, on peut moduler, influencer par des processus de résonance, pas seulement les motrices, mais les sensors et motrices aussi. On peut affecter, influencer, moduler la subjectivité des individus, ce qui donne une porte d'ouverture, encore une fois, pour ce projet courant, qui cherche à voir comment est-ce que la représentation sémantique du soi peut être altérée par de l'observation simplement de la danse de l'objet d'art, avec la relation d'observation envers l'objet d'art. Il y a encore une fois, il donne déjà encore une évidence de plus pour dire que Theodore Lipps, je reviens lui, oui, je l'aime bien, avait de la raison, était très prémonitoire. Quand on raisonne avec son corps, on va attendre, on va influencer aussi des processus cognitifs autres qui seulement ceux directement rapportés au corps. On va toucher la subjectivité du sujet, on va toucher les choix du sujet. Il faut que je le dise, ça je vais parler en plus dans le troisième cours, qui la perception temporelle, c'est la première chose qui a une disruption, qui est brisée dans des patients psychiatriques qui ont des troubles de soi. Ils n'ont plus la même perception du temps qui des patients sans schizophrène, Alzheimer, encore bipolar disorder, dementia patients in general. C'est-à-dire toucher les patterns temporels, c'est toucher, on est presque en train de toucher le soi, peut-être on est déjà en train de toucher le soi, même si ce n'est pas un soi sémantique. J'aime beaucoup ce travail. Une chose de plus que je veux dire, j'utilise cette image-là parce que ça parle aussi d'un changement de méthodologie. Ça, c'est une image de la méthodologie dont on est en train de mettre en place, même en abondance, des hyperscanning. C'est-à-dire, on essaye de mettre des sujets, de plusieurs sujets, avec les casques EEG dans une situation pareille, pas dans l'écologique, comme là, c'est une fête. Et ils sont dans une posture corporelle normale, on est plus dans les scanners, dans les fMRI,
MEG, dans les situations contrôlées des laboratoires. Et on essaie de voir comment est-ce que cette contagion-là sensorimoteur s'y met en place et comment est-ce que les gens vraiment raisonnent en temps réel avec cet équipement. Ça, c'est un changement méthodologique majeur qu'il faut vraiment attendre, il faut vraiment saluer, quoi. C'est très remarquable. Bon, mon talk reste là. J'espère que j'étais claire. Les idées à ramener à la maison sont surtout qui, bon, il y en a des théories qui nous laissent, des théories, il y a aujourd'hui des évidences empiriques qui nous laissent prévoir que le rapport de soi et de l'objet d'art, c'est un rapport en boucle, c'est un rapport réglé par l'empathie, c'est un rapport de changement mutuel, c'est un rapport d'objectivation mutuelle. On va objectiver l'objet d'art, on va s'objectiver dans l'objet d'art, et qu'il y en a encore beaucoup à démontrer là-dessus, cette relation. Voilà. Question. À plus avant, peut-être. Est-ce que c'est objectivation ou plutôt différenciation? Tu peux parler plus haut. Non, enfin, je n'ai pas. Merci beaucoup pour cet exposé qui est très très riche et intéressant. Oui, moi j'ai plein de questions. Je vais commencer juste par le dernier. Je vous ai parlé d'objectivation mutuelle. Est-ce que c'est objectivation que je mets plutôt différenciation? C'est objectif. Vous démontrez qu'il y a un va-et-vient permanent entre objectivité et subjectivité. C'est un peu... Oui, c'est l'objectivation du contenu subjectif, exactement. Et surtout de celui qui est inconscient. Il prend une forme dans l'objet. Il est évident. C'est presque une verbalisation, si vous voulez, mais c'est une mise en évidence autant qu'objet. Et c'est vraiment de l'objectivation. Et ce qui concerne l'ellipse, je dirais qu'il n'y a pas de différenciation. Hein. C'est vraiment les loupes. Si je reviens voilà. C'est exactement le rapport de ma personnalité qui vient de s'objectiver dans l'objet d'art et qui revient comme une autre personnalité. C'est-à-dire, c'est une loupe, on ne se différencie pas, on se projette, on se reconstruit, on va, we melt each other, surtout pour ce qui concerne l'île. Si vous voulez, il y en a des autres théories. Il y a des théories où vraiment, dans la phénoménologie, par exemple, on ne se confond pas. Même dans le travail de Wolfling, on ne se confond pas. On projette pour les comprendre, mais les moi restent moi, l'autrui reste l'autrui. Mais dans le travail de Lipps, non. Il y a les interactions, les influences mutuelles sont tellement grandes que c'est très difficile à parler de différenciation. Oui, en fait, je vais le notion d'interférence. Vous voyez que j'utilise les thèmes que Lipps utilise lui-même et que le psychologue de cette époque utilise. Ouais. Subjectiver, objectiviert in das Gegenstand. Juste par curiosité, Théodore Lipps, il avait le parti pris pour son époque religieux ou non? Pas du tout, tout au contraire. Exactement, il était le plus libre. Fischer peut-être parce que son père était théologue. Wolfling peut-être. Ils étaient dans la majorité très très scientifiques. C'était vraiment très prémonitoire. Mais il y en avait sans doute aucune, comme je parlais de Wollinger. Wollinger va contre un environnement général dans l'histoire de l'art. C'est le moment que l'histoire de l'art va prendre une énorme importance.
parce qu'elles viennent, et si on regarde par exemple l'histoire de l'art, il y a le bouquin de Bazin qui parle très bien de ça. En France, il y en a d'histoires de l'art national, et elles ne sont pas compatibles, l'histoire de l'art française, l'histoire de l'art allemande, l'histoire de l'art suisse, l'histoire de l'art anglaise, elles n'ont pas trop à voir, et il y a beaucoup de décalage. Parce que l'histoire de l'art, elle a a priori un rôle aussi politique. C'est un moment d'émergence du nationalisme, c'est le moment de solidification du colonialisme et de l'impérialisme. Alors il y a une ambientation générale qui va dire c'est ce que c'est que de l'art européen, c'est de l'art civilisé. C'est ce que c'est de l'art des autres peuples, c'est de l'art primitif, et l'abstraction entrait dans cette chose parce que l'abstraction était surtout associée avec l'Afrique ou avec l'islam. Alors il a fallu un petit peu, on a tendance à diminuer, ou même à pas en parler. Les bouquins d'histoire de l'art du monde, c'était focalisé sur l'Europe, on ne parlait rien de la Chine par exemple. Et Voring sera le premier à dire non, c'est nicht. C'est aussi valable autant que l'art. Gilles Deleuze, par exemple, aime beaucoup Voring parce qu'il dit qu'il sera le premier à parler. C'est ce qui pour Deleuze, c'est aussi un petit peu ambigu Deleuze parce que c'est un auteur qui parle aussi beaucoup du rôle du corps dans la perception. C'est un corps. On peut imaginer, même les corps actions, si un corps imaginé, il ne donne jamais cette part-là pour dire que c'est vraiment des structures motrices qui se mettent en place, mais il va amener Voring parce qu'il va donner la lettre de noblesse aux arts abstraites. Voilà. Mais il y en a une ambiance, oui, nationaliste et discriminatoire en général, mais pas pour ces auteurs-là. Oui. Est-ce que c'est possible de développer un peu moins, parce que c'est pas clair. Alors, dans la théorie de Freud, il y a le moi, le surmoi et le ça. Dans l'analyse transactionnelle, il y a les états du moi, le parent, l'adulte et l'enfant. Et de mon intuition, je vois ça plus comme le moi dans l'analyse transactionnelle de manière globale, ou plus quelque chose comme l'ego et le rapport avec soi-même et les autres personnes, le monde. Parce que juste le moi, dans la théorie freudienne, ça me semble limité. Pas exact. Vous voyez, je ne crois pas, et c'est pour ça que j'ai mis Freud après la psychanalyse dans les signes de l'abstraction incarnée, parce que je pense que Freud parle en général, même s'il y a des rôles très clairs pour des parties de l'anatomie humaine, même s'il a commencé comme psychiatre, il a fait un tout autre cheminement. Ce sont des représentations, ce sont des associations entre des représentations. Et ici, c'est ce qu'on fait. La seule chose qu'il reprend, c'est l'idée qu'il y a un contenu inconscient qu'on va puiser là-dessus pour donner des sens à l'œuvre d'art. Mais les moi, les id, ego et super-ego de Freud n'ont rien à voir avec ce qu'on disait du sens de soi, très objectif de l'école des psychologues de l'école d'influence esthétique. Alors, il n'y a pas vraiment une transposition, il n'est pas vraiment la continuité de cette école-là, pas du tout, c'est pour ça que je l'ai mis après. Par contre, il y a un truc assez intéressant. On sait aujourd'hui que la construction de soi dans la neurologie dépend je vais parler aussi dans les 3e jours, mais bon, voilà, j'avance déjà un peu, que ça c'est rapporté à des constructions spatiales, d'accord? On faisait jusqu'à très récemment une distinction très claire entre espace péripersonnel, espace allocentré, perspective en première personne, perspective en 3e personne. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas autant. Le soi, c'est une combinaison, c'est un espace unifié, première personne et 3e personne. C'est un espace égocentré, péripersonnel qui se positionne dans l'espace allocentré.
On se demande comment est-ce que cet lien entre péripersonnel et égocentré se fait avec l'espace allocentré. Il y en a des choses qui vont dire, c'est les rapports qui très probablement, et ça ce sont les neurologistes, pas des psychanalystes, qui disent c'est presque certainement par les rapports dans la première enfance de l'espace du corps de l'enfant et du corps de la mère. Et que quand il y a une rupture, on va avoir une rupture spatiale qui peut avoir des conséquences neurologiques, psychiatriques pour toute la vie de la personne. Alors, c'est pas de Freud, tout tel quel, mais ça revient là-dessus, un petit peu au moins, ça revient là-dessus. Mais de toute façon, Freud, voilà, c'est pas la même tradition, d'accord? C'est pas la même ligne de recherche. Et vous faites la distinction entre ce moi plutôt neurophysiologique et l'ego? Voilà, ça c'est une très bonne question. Non, il y a des gens qui travaillent avec la psychiatrie, notamment. Il y a plusieurs modèles de soi. Il y a des gens qui, j'oserais dire que l'ego c'est le soi social. Hein. Et ça c'est déjà en William James. Et on dit par exemple que les patients Alzheimer, parce qu'il y a toute une théorie de self-diminishing, qu'avec la progression de la maladie, ils vont perdre l'identité de soi, il y a des gens qui disent qu'ils perdent l'ego, ils ne perdent pas, voilà. Mais bon, oui, il y a des modèles où on pourrait faire cette association-là, mais il fallait savoir que généralement dans les laboratoires des neurosciences, dans la psychiatrie c'est meilleur, mais dans la neurologie, les gens sont assez... oui, n'aiment pas trop la psychanalyse, on ne parle pas trop, on ne développe pas trop. Voilà. On ne dialogue pas trop. Merci, je trouve fascinant cette première séance, bon plan, très riche. Une question, et j'ai beaucoup de questions, mais une chose que j'aimerais bien, si tu peux dire un peu plus par rapport au livre, ce qui paraît vraiment fascinant. Et si on fait ce lien qui doit faire entre lui et, disons, l'histoire de neurones noirs, etc., dans les travaux neurones noirs, par exemple, cette idée qu'on active la geste créatrice dans notre perception, comme le travail. J'ai beaucoup de critiques personnelles, mais je veux dire, cette position qui a été mise, qui te présentait comme un fondement de cette approche. Est-ce que chez Lieb, s'il avait cette dimension intersubjective, ça veut dire la réactiver dans la rencontre avec l'œuvre d'art de l'acte de la création? Est-ce que c'était plus ce qui tu as nommé, que je crois que c'était lui par rapport au mouvement des yeux, par rapport à la respiration? This was Wolfgang. Okay. Mais dans cette école-là, peut-être pas Lieb, mais est-ce que c'était plus, cette œuvre d'art avec ses propriétés font que peut-être amène un mouvement particulier des yeux ou amène un mouvement interne particulier, mais tu n'as pas mentionné un lien direct ou indirect avec l'art, l'acte de la création. Est-ce qu'il y a cette dimension, que dans la perception chez eux, dans la perception de l'art, est-ce que j'invoque aussi l'acte de la personne qui a créé cette œuvre, c'est-à-dire qui amène cette idée intersubjective dans la théorie de quand vous dites l'acte, ce n'est pas la représentation, mais par exemple, comme on a vu ici dans l'embodied aesthetics, l'acte du peintre. Voilà, par exemple. Non, voilà. Les Einfühlungs aesthetics, c'est un esthétique, et c'est pour ça aussi que je me suis penchée là-dessus, du spectateur. Non, oui, mais est-ce que mais exactement c'est la même chose. Parce qu'il y a la neuroesthétique ou l'esthétique de l'acte créatif aussi. Non, mais, là, on allait évoquer des autres auteurs. Hein. Non, j'ai compris, mais c'est dans cette perspective-là que dans un 2, c'est l'œuvre qui t'a mentionné de Luca et aussi des autres, comme les choses qu'ils ont fait en Italie avec Fontana, etc., où ils disent qu'il y a chez les spectateurs une activation motrice qui est lié à l'acte générateur de l'œuvre, par la propriété physique de l'œuvre qu'il faut. Mais vraiment le fait qu'il faut, pour comprendre l'activation chez les spectateurs, il faut comprendre, il faut modéliser les actes physiques qui étaient faits pour les créer,
tu n'as pas mentionné cette. En tout cas, est-ce qu'eux, ils ont invoqué. Ça, c'est très. Je questionne cette art, mais quand même, ça invoque qu'à travers de l'art, de l'œuvre d'art, on rentre en relation avec un autre sujet, sujet qui est l'artiste. À quelle manière est-ce que les choses comme ça étaient déjà évoquées dans le 19e siècle? Est-ce qu'il y avait ce discours de la relation entre l'artiste et les spectateurs à travers de l'œuvre? D'une façon vraiment rapportée au corps physiologique, Leaps, oui. Alors, peut-être que je n'ai pas bien expliqué. Il disait qu'on avait l'empathie pas seulement sur le corps de l'autrui et la représentation d'un corps, c'est-à-dire de la matière organique, mais sur un objet. Parce qu'on projetait sur cet objet, et c'était l'exemple de Bogen, de Arche, la force qu'on faisait pour faire un arche. Alors, c'est à peu près les gestes qu'on fait pour faire cette arche. Il y a des faits, il disait que ça c'est de la répétition de l'action, vraiment, il faut la répéter mentalement, et c'est-à-dire on utilise son cerveau, il utilise les mots du cerveau, ça se passe quelque part dans le cerveau, c'est vraiment très prémonitoire. Il va parler que ça se passe pour tout, ça se passe pour les rythmes aussi, la compréhension du rythme, ça a à voir avec les rythmes corporels de la personne, ça se passe même pour les couleurs. Il va dire que les couleurs qu'on s'aperçoit dans la peau, ce sont des couleurs qui ne sont plus des objets, ce sont nos couleurs, et ça va faire un blurring de cette grenze, of this boundary between self and other. Alors oui, c'est sous-entendu, et surtout dans Selbstbewusstsein, vous allez lire des textes où il explique comment il y a cette interaction de l'esprit avec le soi dans le domaine des sensations et sentiments. Qu'est-ce qui se passe pour rejouer des actes qui créent cette force, cette notion de force, cette notion de rythme et so forth et so weiter. Voilà, alors je pense qu'on peut oui interpréter comme c'est tout à fait la répétition de gestes. Hein. Mais en répétant les gestes, il dit toujours, il ne faut pas que ce soit exactement un geste que j'ai vécu avant. Je peux l'adapter, ça c'est magnifique, je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose à partir de Self-Organizing Systems. Hein. Et il y a cette possibilité d'action qu'elle a. Je vais le dire, je le répète la semaine prochaine, on entend de les démontrer hein, qu'il y a des contenus qui sont là, qui ne sont pas expérientiels, que la personne n'a pas vécu auparavant. Erfahrungsmassung in Deutsch. C'est pas ça ce que vous avez vécu, mais ce sont des possibilités périphériques à ce que vous avez vécu qui vous permettent d'actualiser les gestes et comme ça d'avoir un caractère expérimental. Et je me demande justement si au lieu d'observer une action, on lit la description de l'action. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, absolument, voilà, absolument. Leaps parle aussi de ça. Voilà. Ça serait aussi la même chose. On doit refaire le cheminement mental et dit même il faut faire l'action pour les comprendre et pour avoir la jouissance esthétique. La jouissance esthétique, elle est à un premier niveau, c'est cette projection de l'action sur ce qu'on lit, ce qu'on s'aperçoit, c'est ce qu'on... voilà. Ou alors, dans un niveau plus grand, le plus grand des émotions esthétiques, c'est comme ça nous a changé, mais a changé en important à la surface, cet contenu caché, cet contenu submergé, ces ressources ou ces choses qui sont réprimées dans les sujets. Alors, elles peuvent avoir un contenu, une connotation positive ou négative, disons, pour le contenu réprimé, mais qui sont là et qu'on va jouer. Et quand ça vient à surface, l'objectivation de cet contenu qui était là inconsciemment en jouant un rôle chez vous, ça permet la plus grande jouissance artistique possible pour Leaps. Voilà. C'est très rigolo. J'ai oublié de dire que déjà dans cette époque, parce que là je dis qu'il y a dans l'observation de la danse,
qu'il y en a ces deux modèles. Un qui dit qu'elle est contrainte par l'expérience préalable du sujet, l'autre qui dit non, elle est expérientielle. Et déjà dans l'époque, Leibs a reçu une critique d'un autre psychologue un peu secondaire qui n'a pas laissé son nom pour l'histoire par ailleurs, contrairement à Leibs, c'est Konrad Lang, qui disait la même chose. Non, je n'aime pas votre théorie, parce que comment est-ce qu'on peut avoir vraiment de l'expérience avec des contenus qu'on n'a pas vécu, qui ne sont pas contraints par l'expérience préalable. C'est-à-dire le débat il est même depuis un siècle. Ça ne change pas. Voilà. Et j'ai une question, je réussis à mettre cette idée d'âge, mais vous venez de l'expliquer. Est-ce qu'à cette époque, il y avait aussi une réflexion sur les conditions nécessaires pour que ça passe à travers l'âge, toutes les complexités que ça implique? À nouveau, est-ce qu'à cette époque, déjà, si j'ai bien compris, vous avez montré qu'il y avait déjà une réflexion assez fine sur l'interaction entre spectateur et radar, tout ce qui peut intervenir dans cette interaction. Mais est-ce qu'il y avait aussi déjà des réflexions sur les conditions nécessaires pour que cette interaction arrive? Est-ce qu'on parle du sensitif par exemple? Est-ce qu'il y avait déjà Todorli ou d'autres réfléchis sur les conditions nécessaires? Des conditions. Il parle d'une façon assez générale. Ce sont il parle par disons, c'est pas intuition, mais c'est par l'observation du phénomène. Il va dire ici, c'est ici, non, ça c'est Wolflin, c'est ici, il va dire, oui, c'est un peu général. Dans les Ästhetik Einfühlung, c'est plus expliqué dans le Selbstbewusstsein, Einfühlung und Gefühl. Parce que là, il va dire seulement c'est dont on peut ramener à l'expérience du corps va permettre, c'est pas toute expérience sensorielle qui permet qu'on a vécu, qu'on peut le faire même physiquement. Alors l'expérience de la force, on l'a vécu, on peut le faire. Mais des autres expériences, quelques expériences de certaines couleurs ne se rapportent jamais à notre corps. Alors on ne va jamais la subjectiver pour lui. D'accord? Mais après, c'est ce qu'il va dire, c'est ici, il faut qu'il y en a un type quiconque des tendances cachées en état de sommeil, des intérêts, des besoins et des tendances qui sont là dans l'essence de mon être pour permettre cet écho de prendre place entre l'objet d'art et les spectateurs. Quels sont vraiment ces besoins, ces tendances? Il va utiliser l'exemple de gestes colériques. Mais là, alors tout le monde a vécu les gestes colériques, ça peut amener une richesse d'expériences refoulées au passé ou imaginées par l'observation de l'autrui ou par l'observation de ses parents, que c'est très clair. Mais pour des autres contextes moins, moins riches, comment ça se fait, il n'explique pas. Dans Selbstbewusstsein, il ramène ça à l'expérience entre la sensation et les sentiments. Et c'est ce qui c'est ce qui permet un chevauchement de, je me rappelle qu'il dit, il s'est fait une impression dans l'objet, il s'est fait une impression, maman subit de la pression. Alors, c'est cette pression-là qui est dans l'objet et que je subis dans ma main. Dans les moments que je dis j'ai une pression dans la main, j'ai une pression de mon main, j'ai emporté cette pression qui appartenait à l'objet pour moi-même. Alors, il va construire tout le temps à partir de là, de cette possibilité de dire j'ai associé à la sensation. Si on ne peut pas dire j'ai, je suis vert. Bon, on pourrait, pourquoi pas, mais alors là, on ne va pas avoir il sera à peu près tout le temps comme ça, d'accord? Alors c'est un peu plus clair. Mais ça reste encore plus dans l'idée qu'il
qu'il y a une action qu'on répète mentalement qui correspond à une action vraie, c'est-à-dire c'est une activation motrice, et ça reste l'idée qu'il y a ce transfert-là possible, et que c'est seulement à travers ce transfert que l'objet, l'extérieur, l'objet d'art prend du sens et qu'on a de la jouissance, on éprouve de la jouissance esthétique. Est-ce que les travaux que vous faites sont transposables à un problème qui est quasi inverse? C'est-à-dire, on étudie dans le cadre d'un Equipex le comportement des visiteurs d'un musée mémorial. Les œuvres sont des objets, des photos qui sont en général assez horribles, des textes, etc. Donc il y a souvent des problèmes de sidération devant des choses qui sont assez insoutenables. L'expérience corporelle est très forte, donc on étudie avec des mouvements des yeux, l'eye tracker, la respiration, enfin tout ce qu'on peut, le paramètre physiologique, puis des capteurs de position. Donc il y a une moitié qui sont des enfants, donc, qui doivent ressentir, j'imagine, très fortement. Et l'empathie est à deux niveaux, enfin à deux niveaux. Dans deux sens, c'est l'empathie pour les victimes, mais aussi l'empathie pour les bourreaux, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des bourreaux qui sont en train d'une photo. Voilà, est-ce que c'est le même problème ou est-ce que jouissance et problème traumatisme Oui, parce que, vous voyez, Lips parle sur l'Einfühlung, l'empathie, pas seulement dans le cadre de l'esthétique. L'esthétique, c'est un des cas où on va parler de l'esthétische Einfühlung. Sinon, il y a un bouquin sur l'Einfühlung, oder dedans, Selbstbewusstsein, il va parler sur l'Einfühlung. Et ça revient toujours à l'idée qu'on va vraiment jouer sur des contenus inconscients qui vont revenir à la surface, c'est-à-dire, je dirais presque, même, je dirais un peu, aujourd'hui, avec ce un des grands questionnements dans la recherche sur l'empathie, c'est pourquoi est-ce qu'on a de l'empathie pour un événement avec un genre de personne, et quand ça se passe avec un autre type de personne, on ne l'a pas, on n'est pas touché. Alors l'empathie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais elle a une partie de la projection de soi. Si on veut le faire, je ne dirais rien. Si on a ce contenu-là qu'on peut... Parce que voilà, même si pour Lips, il y a le caractère expérientiel, il y a un point de contact. Il faut que d'une façon quiconque, à partir de là, je généralise, j'ai des ressources pour généraliser, mais s'il n'y a pas un point de contact quiconque, je ne raisonne pas, je n'ai pas d'empathie, il n'y a pas de jouissance esthétique, il n'y a pas, bon voilà, il n'y a pas d'empathie. Alors l'empathie c'est très, très complexe, il y a certainement des autres mécanismes qui sont en jeu. Je les dirais, même si j'étais immensément choquée moi-même, on a été très émus par Charlie Hebdo. Et une semaine après, il y a eu Nigeria, et personne n'a parlé presque rien de ça, et c'était des images affreuses. Alors, bon, voilà. Qu'est-ce qui joue dans l'empathie? C'est encore un mystère. Et les neurones miroirs, je ne les crois pas que c'est la meilleure théorie pour l'expliquer. Il explique une partie, il n'explique pas les tout. Voilà, je l'ai dit. Il me semble que tu me lèves comme recherche contemporaine sur l'empathie comme un phénomène préconstruit, justement. Pas pour faire des conceptions un peu chrétiennes, l'empathie, le pardon, pour démontrer en fait qu'il y a des conditions justement pour qu'il y a de l'empathie ou du pardon. Et c'est très intéressant de voir justement pourquoi on peut avoir de l'empathie pour certaines personnes. Dans les mêmes situations, hein? C'est les mêmes horreurs, c'est les mêmes actes terroristes, et dans l'autre cas, ça passait comme ça dans les jetés. Hein? On n'a pas eu cette commotion, hein? Même si je les réponds, tout à fait touchée pour le... C'est se demander qu'est-ce que c'est comme processus mental, hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais l'empathie peut servir en sens inverse, au bourreau, pour savoir comment torturer sa victime. Parce qu'elle sait ce qui va le faire souffrir. Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Et c'est de là où il y a le plaisir, hein, de la torture. Hein.
C'est exactement de l'anticipation de la souffrance de l'autrui. Oui, je lis un petit peu dans ce sens. Il y a des travaux d'Anne Cohen, par exemple, sur ce sujet-là de l'empathie. En fait, c'est parce que c'est très très complexe et qu'il y a plusieurs niveaux d'empathie. Les travaux de Bérangère Thiriou, par exemple, elle a beaucoup travaillé sur l'empathie justement en lien avec Fischer etc. Je connais au moins une bonne partie de son travail. Mais c'est une empathie qui passe par les corps, mais passe par une spatialisation du corps. En effet, c'est une théorie de Marc Généraux des années 60 et 70 qu'elle a pu démontrer. Mais là, c'est juste une capacité de changement de la perspective en première personne pour la troisième personne. C'est ce qu'on parle de transfert de première personne, perspective en première personne. Et quand même si ça peut prendre un rôle, et là je vous rappelle que c'est ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, les state of the art, c'est de dire que non, les troisième personnes, c'est aussi, peut aussi se rapporter au sens de soi, et ça vient au travail de Philippe Rochard qui démontre que l'enfant va avoir la première idée consciente. C'est ce que je discute aussi, mais ce qui peut être socialement de soi, environ à 2 ans d'âge, quand il se met devant le miroir. D'accord? Alors le miroir, c'est lui. Aujourd'hui, très récemment, c'est ce qu'on a démontré, c'est avec des patients qui ont un désordre de conscience corporelle très clair, très marquante. J'ai vu les vidéos, c'est personnellement qu'on m'a raconté que je l'ai fait, parce que c'est très remarquable, qui s'appelle somatoparaphrénie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de somatoparaphrénie? Ça suit après un brain stroke, un schlager, Apoplexie. crise d'érame cérébrale, non? On ne peut pas dire ça en français? Crise d'apoplexie. Non, c'est plus qu'apoplexie, c'est vraiment les sangs, les veines, il y a une hémorragie cérébrale. Voilà. Alors, les sujets d'abord, ils peuvent voir, c'est les plus courants, c'est hemispatial neglect. La personne va négliger tous les hémispaces corporels contralatérales au côté où il y a eu la lésion. D'accord? Après, il y en a quelques patients qui vont développer c'est ce qu'on appelle somatoparaphrénie, c'est le sens que ce membre-là ne vous appartient pas. Généralement, c'est les bras, mais ça peut être les jambes ou toute la moitié du corps. Et on est vraiment très inquiété. On dit, où est-ce mon bras? Pourquoi est-ce qu'on a collé les bras d'Assaf chez moi? Enlève les bras d'Assaf et ramène les miens, s'il vous plaît. Et ça, la personne est en train de regarder en première personne pour son bras, c'est la première personne, serait l'essence de soi. Et bon, on met un miroir devant cette personne, on pointe dans le miroir les mêmes bras malades et on demande à qui appartient ce bras. Ça, c'est mon bras gauche. Non seulement la personne elle les reconnaît instantanément, mais elle est capable de faire la transition spatiale de miroitement. Elle est dans tout contrôle de la représentation de soi dans la troisième personne. Mais c'est-à-dire, c'est représentation de soi. Alors, ok, il y a cette question de l'empathie, ça a été démontré, c'est une théorie qu'il y a plusieurs années. Ça peut jouer un rôle, mais aussi, je pense qu'on doit avoir aussi, qu'on peut interpréter autrement, comme une projection de soi, et pas vraiment comme une compréhension de l'autrui, et que de toute façon, ça n'explique pas le processus high cognition. Ça n'explique pas pour moi pourquoi est-ce que j'ai de l'empathie pour un Français et pas pour un Africain. Je peux être si dur que ça. C'est le lien entre sympathie et empathie, et c'est les niveaux c'est les différents niveaux entre l'empathie émotionnelle et l'empathie dite cognitive. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle cognition, mais en fait, ça dépend à quel niveau on se place et ça dépend aussi. Mais pourquoi on se place dans des niveaux différents dans les cas pareils? C'est pas honte déjà. Ça dépend vraiment du. Ouais, c'est pas honte parce que c'est pas tout le monde qui réagit comme ça et ça dépend justement de. Oui, mais c'était très parlant parce que toute la manifestation en
France c'est pour une chose et après ça a été curiosité, c'est-à-dire que tout petit peu Facebook, c'est très signifiant. Alors, merci beaucoup encore. Alors, je vais faire quelques petites annonces. Alors, on sera là encore 3 rencontres avec Isidore, c'est la semaine prochaine. Dans 2 semaines, après, il y a une certaine semaine, c'est le 10 juin la dernière. Et Isidore mentionnait, et c'est aussi dans le programme, qu'on aura après, c'est-à-dire le 11, et peut-être le 12, ça va dépendre de l'intérêt, etc. Des journées entières qui vont être consacrées et à plutôt un atelier pratique en fait, de développement des expériences en neuroesthétique. Et ça va prendre en forme un peu avec le temps. Alors vous êtes tous le 20 minutes, ça va être aussi dans cette centre, pas dans cette salle. Isidore lundi à 19h. 19h, Isidore va donner la conférence hybride dans le contexte de la BEX à Rajdas, qui va passer au l'amphithéâtre de PSL, l'université qui est associée avec l'école normale, et c'est à rue Guy Lussac, je crois, 62. Et c'est plus, voilà, c'est une conférence ouverte, vous pouvez venir, vous pouvez inviter autour de vous aussi un petit peu sur cette thématique-là qu'on aborde ici aussi. Et je veux dire aussi que dans le cadre de notre projet avec la collaboration aussi avec Isidore, demain, après-demain, nous on est un centre national de la danse, en faisant des expériences avec le public, avec les danseurs, etc. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir nous voir après. Si vous voulez venir, il y a encore possibilité de participer, en tout cas d'observer. Et dernière chose, parce que c'est la semaine prochaine, Isidore, à la fin de séminaire, elle a parlé de hyperscanning, de cette approche de mesures multiples sur plusieurs personnes à la fois dans l'interaction. Alors on aura le grand plaisir d'accueillir Guillaume Dumas, qui est un des spécialistes en fait dans ce domaine-là mondialement aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est jeudi, jeudi, dans le cadre de Danse Science, 14h-17h, il y a des gens ici qui viennent régulièrement. 14h-17h au Centre national de la danse. C'est la semaine prochaine? Oui. C'est la semaine prochaine. Ça devait être déjà annoncé sur la liste, sinon il n'y a pas un problème. Mais c'est Guillaume Dumas et Persila Neuer, qui est une danse thérapeute. Et ça va être un échange entre eux. Pour les gens qui ne connaissent pas les danses sciences, c'est toujours 3 heures, c'est ouvert, c'est à tout le monde. Aucune différence pour toute profession ou pas de profession. Et on mélange toujours de la pratique avec aussi la discussion et la présentation scientifique. Alors c'est intéressant d'un petit peu explorer cette autre manière d'interagir. Voilà. C'est mercredi, c'est ça? C'est jeudi 21 mai, 14h-17h, Centre national de la danse, salle de projection, 3e étage. J'ai pas vu ce mail. Oui, alors il y a un problème peut-être. Ouais. On va voir.